Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du meurtre de Missy Bevers et vous allez le voir, c'est une histoire qui est assez frustrante, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a vraiment très peu d'informations. Comme vous allez l'entendre dans cette vidéo, je vais souvent dire il semblerait, on pense, je crois, tout simplement parce qu'il y a vraiment très peu de certitude dans cette affaire. C'est une histoire qui a beaucoup été débattue, qu'il est encore sur internet et il y a énormément d'internautes amateurs, on va dire, qui font des enquêtes et qui ont leurs théories, donc j'en aborderai un certain nombre dans cette vidéo. Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. Terry, dite Missy Bevers, était une professeure de fitness de 45 ans. Elle était mariée à Brendan Bevers et mère de 3 filles, et toute la famille vivait au Texas. Le 18 avril 2016, très tôt le matin, aux alentours de 4h20, Missy se rend à l'église Creekside de Midlothian, juste en dessous de Dallas, pour préparer le cours de fitness qu'elle donne avec le programme Camp Gladiator qui débute à 5h du matin. Depuis la veille, il pleut à verse et le cours qui se tient normalement à l'extérieur de l'église sur la pelouse sera tenu exceptionnellement dans une salle qui sert pour dépanner quand les conditions météorologiques ne permettent pas que le cours se passe à l'extérieur. Mais ce jour-là, lorsque les élèves du Camp Gladiator arrivent vers 5h du matin pour leur cours, ils découvrent le corps sans vie de leur professeur Missy dans une flaque de sang. Les secours et la police qui arrivent sur les lieux dans les minutes qui suivent l'appel au 911 vont confirmer le pire. Il s'agit bien d'un meurtre, le décès étant dû à des blessures à la tête et au thorax. Très peu de temps après, la police met en ligne les images des caméras de surveillance à l'intérieur de l'église et franchement, ces vidéos sont absolument effroyables. On y voit quelqu'un qui est habillé en tenue de policier, on ne sait pas s'il s'agit d'une tenue officielle ou d'un faux, mais vraiment c'est quelqu'un qui a le pantalon, les bottes, la grosse veste avec écrit police dessus, des gants, un casque. Et cette personne-là déambule dans les couloirs, on la voit qui ouvre plusieurs portes et elle tient dans sa main un marteau. Ces images-là, elles ont été prises à 3h50 du matin lorsque les caméras de sécurité qui sont basées sur le mouvement se sont activées, donc c'est très peu de temps avant l'arrivée de Missy sur les lieux, et tout de suite, je vous laisse simplement les regarder.
Comme on peut le voir dans cette vidéo, le suspect a une démarche très particulière, sa jambe droite notamment semble assez raide, elle est traînante et il marche avec les pieds écartés, dit en canard. Et puis tout son comportement est quand même très bizarre, très étrange, puisque on le voit qui déambule, qui a pas l'air particulièrement pressé, qui ouvre des portes mais qui rentre pas spécialement dans les pièces, donc ça ressemble pas vraiment à un cambriolage classique. La police estime, d'après ces vidéos, que le suspect mesure entre 1,60 m et 1,75 m. On ne sait pas exactement comment le meurtrier est entré dans le bâtiment parce que les caméras extérieures de l'église ne fonctionnaient pas à ce moment-là. Visiblement, il serait passé par une porte sur le côté qui donne sur un espace cuisine, ce qui fait que quand Missy est arrivée, elle a pris l'entrée principale devant le bâtiment, donc elle n'aurait pas vu l'effraction qu'il y avait. Et donc elle se serait pas forcément doutée qu'il pouvait y avoir un intrus à l'intérieur du bâtiment. Officiellement, il n'existe pas de vidéo ni du moment de l'attaque, ni du meurtrier lorsqu'il quitte les lieux, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre 3h50, 4h du matin et 5h reste un mystère complet. La teneur exacte des blessures et de la cause du décès de Missy sont également floues, puisque en anglais on nous parle de blessures de type puncture. C'est assez compliqué à traduire, en fait en gros c'est des sortes de plaies ouvertes, d'éventration au niveau de la tête et du thorax. Selon des sources qui ne sont pas officielles, Missy aurait été visiblement massacrée à coups, on ne sait pas exactement, mais probablement du fameux marteau qu'on voyait le suspect tenir dans ses mains, mais on n'en sait pas plus. Elle aurait été notamment dévisagée et lacérée au niveau des seins. Il y a même certaines personnes qui disent qu'elle aurait été énucléée, donc ça semble quand même être un meurtre très violent. Il y a d'autres sources encore qui parlent d'une blessure par arme à feu sans qu'on ait retrouvé la balle, mais comme je vous le disais, c'est assez flou, on ne sait pas exactement de quoi elle est décédée. Selon les témoignages de ses élèves qui suivaient son cours et qui ont donc découvert la scène de crime, le corps de Missy a été retrouvé allongé par terre dans une flaque de sang avec des bris de verre autour d'elle. Pour autant, les rapports de police ne mentionnent pas de traces de lutte. Un ADN a été prélevé sur la scène, mais malheureusement pas en quantité suffisante pour pouvoir être testé, donc c'est encore une piste qui n'aboutit à rien. Un peu plus tard, on a d'autres éléments qui sont peut-être très importants pour cette enquête, qui ont été révélés par la police qui a à nouveau mis en ligne des enregistrements de caméras de surveillance. Et là, sur ces caméras-là, on voit une voiture, une Nissan modèle Altima de 2010 à 2012, de couleur visiblement claire ou grise, qui est non identifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à lire la plaque d'immatriculation, qui a été filmée sur le parking d'un magasin d'armes qui s'appelle le SWFA Outdoors, qui est un établissement, si vous voulez, pas très loin de la fameuse église Creekside où il y a eu le meurtre. En fait, ça se situe à peu près à 800 mètres. C'était, si vous voulez, il y a une espèce de grosse voie rapide et c'était plus ou moins en face, un peu en diagonale de l'église. Et cette voiture-là, elle a été filmée entre 1h58 et 2h04 du matin avec un comportement vraiment particulier puisque donc on la voit entrer sur le parking. Et en fait, elle roule à toute petite allure, elle fait tout le tour de ce parking, elle va venir se garer pendant quelques minutes. Et le conducteur qu'on n'arrive pas à voir a vraiment un comportement bizarre, c'est-à-dire qu'il va très lentement et il va éteindre ses phares à de nombreuses reprises puis les rallumer comme s'il essayait de rester discret, de pas être vu. Enfin, c'est vraiment un comportement qui semble assez inhabituel et étrange. Encore une fois, je vous laisse tout simplement regarder ces fameuses vidéos.
Forcément, après le visionnage de ces caméras de surveillance, on se pose tout un tas de questions. Est-ce que la voiture qui est filmée a un rapport avec le meurtre? Est-ce que c'est le meurtrier qui était dedans et qu'il était en train de faire un repérage? Est-ce qu'il cherchait un endroit pour garer sa voiture un peu à distance de l'église? Pourquoi est-ce qu'il était en train de tourner comme ça à cette heure-là? Qui était dans la voiture? Enfin, on a tout un tas de questions qui malheureusement sont toujours sans réponse. Je sais pas quoi en penser moi personnellement. Il y a un truc qui, je sais pas, peut-être que je me trompe totalement, mais en fait quand j'ai vu cette vidéo et notamment quand j'ai vu le modèle de la voiture, la Nissan Altima, ça m'a fait penser à quelque chose parce qu'il y a 3 ans j'étais aux États-Unis et quand on a pris une voiture de location, on a eu une Nissan Altima. Et il nous a semblé, avec mon copain, quand on était un petit peu dans plein d'états des États-Unis, que la grosse majorité des voitures Nissan Altima qu'on avait croisées, c'était souvent des voitures de location. Alors je me dis, est-ce que ça pourrait être le cas pour cette voiture-là? Est-ce que éventuellement le meurtrier aurait pu prendre une voiture de location pour justement que ce ne soit pas sa propre voiture qui soit vue aux alentours de l'église? C'est une piste comme une autre, hein, mais que je donne parce que vraiment c'est quelque chose qui m'est tout de suite venu en tête quand j'ai vu le modèle de la voiture. Donc voilà, ça c'est finalement le peu d'éléments qu'on a, le peu de connaissances qu'on a à propos de ce meurtre-là. Maintenant je vais aborder un certain nombre de pistes et déjà pour commencer je vais vous donner quelques informations sur Missy Bevers. Comme d'habitude, vous le savez, sur les victimes, on n'a généralement pas beaucoup d'éléments, mais je vais vous donner ce que j'ai pu trouver qui, à mon avis, peut éventuellement avoir un lien avec le meurtre. Ce qu'on sait à propos de Missy, c'est d'abord que c'est une femme qui était très active, que ce soit au sein de l'église, mais aussi de sa communauté de fitness. C'était une femme qui vraiment faisait beaucoup de choses, qui avait visiblement beaucoup de relations et qui était de manière générale très appréciée. On sait qu'elle a visiblement changé de mode de vie au moment où elle est devenue professeure de fitness. Son mari, il a donné une interview, je crois que c'était le lendemain de son meurtre. Et en fait, du coup, il parlait un petit peu de Missy et il disait que au moment où du coup elle s'est vraiment lancée à fond dans cette histoire comme gladiateur, elle a vraiment beaucoup changé au niveau de son alimentation, son corps a changé. C'est une femme qui est devenue vraiment très forte, très musclée, donc qui, je pense, était tout à fait en capacité de se défendre contre un agresseur. Et c'est aussi une femme qui, du coup, s'est peut-être un peu désinvestie de sa vie de famille, puisque lui, il disait que du coup, elle s'était mise à passer beaucoup plus de temps à préparer ses cours. On le voit, elle était très investie, elle se levait extrêmement tôt pour aller les donner. Et du coup, elle passait un petit peu moins de temps avec sa famille et avec ses filles. Selon la police, Brandon et Missy Bevers avaient des difficultés financières et maritales au moment des faits, sans pour autant que la nature de ces difficultés-là soit précisée. Il y a eu pas mal de rumeurs qui évoquaient des infidélités au sein du couple, notamment de la part de Missy, qui aurait eu des relations extra-conjugales avec des policiers et aussi peut-être avec un autre professeur instructeur de fitness. Mais je tiens vraiment à appuyer le fait que ça c'est des rumeurs, il n'y a absolument rien d'avéré. La police, elle a juste précisé que dans le téléphone de Missy, elle a trouvé des conversations qui avaient un ton un petit peu de flirt avec d'autres hommes, mais on ne sait pas forcément à quel point et jusqu'où ça a pu aller. Toujours selon la police, 3 jours avant le meurtre, Missy aurait reçu un message étrange et effrayant d'un homme inconnu sur un réseau social professionnel, mais ça n'a pas conduit à une arrestation de la part de cette personne et on n'a pas plus d'informations non plus là-dessus. Autre point qui a peut-être son importance, ou alors peut-être pas, je vous avoue que je n'en sais rien du tout, Missy Bevers possédait une arme à feu. Cette arme, elle a été retrouvée dans sa voiture qui était garée sur le parking de l'église donc au moment de son meurtre, et visiblement l'arme n'est pas du tout impliquée dans l'affaire du meurtre. Alors pourquoi est-ce qu'elle possédait une arme? Est-ce que c'était pour se défendre parce qu'elle avait peur de quelqu'un, ou est-ce que c'était... je sais pas, peut-être juste culturel on va dire, parce que je sais qu'au Texas c'est quelque chose qui se fait certainement plus que dans d'autres états des États-Unis. Toujours est-il que voilà, elle avait cette arme pas totalement sur elle mais dans sa voiture au moment des faits. Enfin, le dernier point, c'est que Missy, elle avait posté un message sur Facebook la veille au soir de ce fameux cours pour avertir tous ses élèves que le cours était maintenu malgré la pluie et qu'il se tiendrait à l'intérieur de l'église.
Alors pour ce qui est des différentes théories et suspects, il y en a énormément. Je vais aborder les principaux, je peux pas tous vous les décrire, mais on va essayer de faire ensemble les pistes qui me semblent être les plus intéressantes. Premièrement, le premier suspect, c'est bien entendu le mari de la victime, donc Brendan Bevers. Mais celui-ci n'était absolument pas sur les lieux au moment du crime, il était à près de 900 km de la ville de Midlothian. Il était parti faire de la pêche, etc. Ça a été totalement confirmé par géolocalisation de son téléphone, par des témoignages. Il a posté pas mal de photos de ses parties de pêche la veille, donc on sait qu'il était vraiment clairement pas du tout présent au moment des faits. Lui, Brendan, comme je vous le disais, il a donné une interview juste après la mort de sa femme. Cette interview, elle a beaucoup été reprise, elle a pas mal été critiquée sur sa manière de réagir, etc. Bon, j'ai pas du tout envie d'entrer sur ce débat-là parce que honnêtement, je pense que tout le monde réagit de manière très différente face à un deuil, face à sa souffrance et face à plein de caméras qui sont braquées sur soi. On n'a peut-être pas toujours les réactions les plus attendues de la part du public. En tout cas, dans cette interview là, lui ce qu'il a nié totalement et par la suite aussi, c'est les difficultés financières et au sein de son couple. Lui il a vraiment insisté sur le fait qu'il aimait sa femme, que sa femme l'aimait, qu'il n'y avait pas de problème entre eux. Après il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cet entretien, c'est que quand il parle du travail de sa femme, j'ai vraiment eu l'impression de sa manière d'en parler, comme je vous disais tout à l'heure, que il lui reprochait un petit peu de s'être beaucoup plus investi finalement dans sa carrière que dans sa famille. Donc on sent qu'il y a peut-être un espèce de ressentiment, une petite amertume par rapport à son investissement dans ce cours-là et dans ce métier-là. Mais pour autant, je veux dire, c'est pas du tout un mobile de crime, enfin ça me semble pas du tout être suffisant. Je tiens juste à le préciser parce que c'est intéressant et c'est une piste parmi tant d'autres. Mais voilà, de toute manière, il était clairement pas présent au moment des faits, donc ça peut pas être lui. Ensuite, on a un autre suspect qui lui a fait beaucoup parler de lui dans les jours qui ont suivi le meurtre de Missy Bevers. C'est le beau-père de Missy, c'est-à-dire le père de Brendan, qui s'appelle Randy Bevers. Et lui, en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'il a été forcément lui aussi filmé par tout un tas de journalistes. Il y a eu des vidéos de lui qui ont été publiées dans les journaux télévisés et puis sur internet. Et là, il y a plein de personnes qui ont été extrêmement choquées par les similitudes qu'il pouvait y avoir entre sa carrure et surtout sa démarche et celle du suspect. Là encore, je vous mets une vidéo, vous allez voir que c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. Alors là, les gens se sont dit, mais si ça se trouve, c'est le beau-père qui est parti assassiner Missy pour son fils, soit parce que son fils lui a demandé, soit même de sa propre initiative, parce qu'il n'a pas supporté toutes ces histoires d'infidélité, etc. Il a voulu protéger son fils. En plus de ça, il a eu quand même des comportements, on va dire, un petit peu suspects, puisque 4 jours après le meurtre de Missy, donc Randy, le beau-père, a été surpris en train de déposer un t-shirt XXL de femme chez un nettoyeur à sec dans un pressing, et ce t-shirt-là, il était vraiment taché de sang. Donc ça a encore fait beaucoup parler. Finalement, lui, après coup, il s'est expliqué, il a dit que le sang qu'il y avait sur le t-shirt, c'était le sang d'un chien, leur chihuahua à lui et à sa femme, qui s'était fait écraser, et le vétérinaire de la famille a tout à fait pu confirmer ces choses-là. Le t-shirt a été analysé et on s'est rendu compte que le sang qui était sur le t-shirt n'était pas du sang humain, mais ça fait une coïncidence vraiment bizarre et qui est tombée, je pense, à un très mauvais moment, et ce qui a fait que les projecteurs se sont complètement braqués sur le beau-père Randy. Pour autant, exactement comme son fils, Randy Bevers a un alibi en béton puisqu'il se trouvait au moment des faits en Californie, donc là encore extrêmement loin du Texas, extrêmement loin de l'église de Midlothian, donc il pouvait pas être présent la nuit du meurtre.
Là encore, ça a été confirmé par la géolocalisation de son téléphone et par des témoignages de personnes qui l'ont vu manger au restaurant, etc. Donc on est à peu près certain que ni le mari de Missy ni son beau-père ne pouvaient être présents au moment du meurtre. Et ça, ça peut être des alibis en béton pour la police, ça ne l'est pas pour les internautes qui ont pointé du doigt le fait que c'était quand même très louche que l'entourage le plus proche de Missy, comme par hasard, au moment de son meurtre, se soit trouvé vraiment très très loin et beaucoup, comment dire, documenté entre guillemets en passant des appels, en postant des photos, etc. du fait qu'ils étaient très loin du Texas. Donc il y a des personnes qui pensent que ça peut justement être louche et qu'ils ont essayé de se protéger en se créant des super bons alibis. Du coup, si on reste un petit peu dans cette logique, on peut se dire, eh ben, dans ce cas-là, peut-être que c'est un tueur à gages qui a été engagé par le mari ou par le beau-père pour aller tuer Missy. Franchement, ça c'est une piste qu'on peut pas du tout écarter. Je veux dire, comme on a très peu d'informations, vous l'avez compris sur le suspect, on peut pas dire que c'est sûr que c'est pas ça. Moi, je veux vraiment parler que de mon impression personnelle, du ressenti que j'ai de ce que j'ai vu sur ces vidéos. Je trouve vraiment que la personne qu'on voit sur ces vidéos n'a pas une approche professionnelle. Je trouve que ça fait pas professionnel sa manière de faire et du coup je suis pas vraiment convaincue par la théorie du tueur à gages. Quand je vous dis ça, je vous parle vraiment de sa manière de simplement tenir le marteau ou d'être en train de déambuler dans les couloirs. Même sa tenue, je veux dire, enfin, j'imagine mal un tueur à gages qui décide de se déguiser en policier. Je trouve que ça fait quand même un peu brouillon pour quelqu'un qui serait vraiment un professionnel. Mais après, peut-être que je me trompe, et puis il y a d'autres personnes qui pensent aussi que toutes ces choses-là, elles ont été un peu faites exprès, mises en scène, justement pour brouiller les pistes et pour donner l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas professionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait pas. Moi, je vous parle vraiment juste de mon instinct, ce que ça me dit quand je vois ces caméras. Mais je peux pas le savoir, je sais pas. Ensuite, on a une autre théorie qui, je crois, est la théorie principale de la police et puis de certaines personnes, en tout cas surtout au tout début. C'est celle du cambriolage qui a mal tourné. Là encore, ça va vraiment être juste mon ressenti. C'est quelque chose pour lequel, franchement, je suis vraiment pas convaincue parce que, comme je vous le disais déjà, la personne qu'on voit, on sent que c'est pas quelqu'un de professionnel, donc à la limite ça peut être un cambrioleur un peu novice entre guillemets, mais je trouve qu'il y a vraiment trop de choses qui collent pas tout simplement. Déjà, la personne qu'on voit sur la vidéo, elle est arrivée vers 3h50, on la voit qui est pas du tout pressée, je sais pas... J'ai jamais vu un cambrioleur se comporter de cette manière-là, c'est-à-dire être en train de marcher comme s'il était limite au centre commercial et de déambuler et de vaguement ouvrir des portes et même pas aller voir dans les pièces. Enfin, je sais pas, ça me donne pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chercher vraiment des objets de valeur. En plus, il a pas du tout de sac avec lui pour emmener des choses. Même juste la tenue, je suis désolée, mais la tenue de policier, faux policier... elle attire quand même l'attention, enfin c'est un peu étrange, donc du coup c'est pas du tout la tenue je pense que choisirait un voleur, surtout qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que cette tenue là elle n'est pas à la taille de la personne qui était dedans, elle était peut-être probablement trop grande et du coup ça se voit notamment au niveau des chaussures et ça expliquerait pourquoi la personne marche avec les pieds un peu écartés et a une carrure un peu spéciale au niveau du haut de son corps, c'est parce qu'en fait il y aurait beaucoup d'épaisseur, etc. C'est pas du tout la tenue que choisirait quelqu'un qui va rentrer dans un endroit pour le cambrioler et qui doit avoir la possibilité de fuir très vite. Donc voilà, toutes ces choses là me font vraiment penser que, je sais pas, en plus quand on le voit à un moment essayer d'ouvrir une porte, prendre son marteau et essayer de fracturer la porte, on voit que c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment faire. Donc oui, ça peut être quelqu'un de novice, mais quand même, enfin, je veux dire, je vois pas beaucoup d'entrain et de motivation à essayer d'ouvrir cette porte-là, donc ça me fait vraiment penser que c'est pas un voleur. En plus de ça, il y a absolument rien qui a été notifié comme étant volé à l'intérieur du bâtiment, donc je trouve que ça corrobore quand même pas mal cette théorie-là. Et en dernier point, ce que je tiens à dire, c'est que je trouve quand même que l'idée du cambriolage ne colle pas beaucoup avec l'assassinat parce que honnêtement si jamais
le cambrioleur avait été surpris par Missy Bevers, je trouve qu'il y a peu de probabilité que cette personne se dise je vais me jeter sur la personne qui vient de me découvrir et la massacrer plutôt que tout simplement je repars en courant, parce qu'il y a quand même un effet de surprise et c'était assez simple je pense pour la personne de pouvoir s'enfuir. Donc je trouve que ça colle pas beaucoup. Après ça reste quand même une théorie à prendre en compte, mais vraiment, mon instinct me dit que c'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Enfin là je vous dis que c'est mon instinct, mais il y a quand même pas mal de choses qui me font dire ça. Déjà je trouve que le timing des événements fait que pour moi c'est clairement pas un cambriolage, c'est-à-dire qu'on sait que cette personne est rentrée dans le bâtiment aux alentours de 3h50, on sait que Missy est arrivée à 4h20, ça laisse quand même un battement de 30 minutes. 30 minutes pour simplement commencer vaguement à ouvrir des portes sans rien voler, ça me semble très très long pour quelqu'un qui voudrait être en train de cambrioler réellement quelque chose. Donc je pense vraiment que la personne elle était en train d'attendre Missy. Je pense qu'elle est arrivée à cette heure-là parce qu'elle savait qu'elle serait un petit peu avant l'arrivée de Missy, donc elle pourrait la surprendre. Donc je pense vraiment que le tueur c'était quelqu'un qui avait prévu son coup et qui était là pour attendre que Missy arrive et pour la tuer. J'ai du mal vraiment à voir comment ça aurait pu se passer autrement. Et d'ailleurs, là encore c'est vraiment mon impression, mais j'ai le sentiment que la personne qu'on voit sur ces enregistrements c'est quelqu'un qui connaissait au moins un petit peu les lieux, c'est-à-dire qu'il y avait une vague idée qu'il y avait les caméras à l'extérieur qui fonctionnaient pas, qu'il n'y avait pas d'alarme et qui peut-être connaissait un petit peu le fonctionnement de comment ça se passe, le fonctionnement des cours aussi, que Missy arrivait toujours en avance pour préparer le cours, etc. Donc vraiment pour moi c'est vraiment, j'ai du mal à penser que c'est un crime qui est pas du tout prémédité. Je pense qu'il y a eu une préparation. Il y a une autre grosse question et hypothèse à propos de ce suspect, c'est qu'en fait rien ne nous dit qu'il s'agit d'un homme et peut-être que c'est une femme. Par exemple le mari de Missy, Brandon, quand il a été interviewé juste après la mort de Missy, lui au tout début il disait que sa femme elle avait été tuée justement à l'occasion d'un cambriolage, d'un truc totalement pas prémédité, etc. Mais ensuite il a changé d'avis et il s'est mis à dire que pour lui le suspect était une femme et que c'était une femme qui connaissait Missy personnellement et donc qui devait peut-être lui en vouloir ou quoi. Alors, honnêtement, c'est très difficile. Moi je pense que même s'il y a toutes ces histoires de rumeurs et qu'on ne sait pas trop si c'est vrai, si effectivement Missy Bevers avait eu des relations extra-conjugales, des liaisons avec d'autres hommes, ça pourrait être intéressant d'imaginer que le suspect c'est une femme et que c'est la femme d'un de ces hommes, une femme jalouse qui a décidé de se venger. Je trouve que ça collerait bien avec ce qui s'est passé, avec notamment les blessures qu'elle a pu recevoir. Donc pourquoi pas imaginer que ça puisse être une femme qui décide de prendre sa revanche et d'aller tuer la maîtresse de son mari. Et notamment, je vous le rappelle, on a dit que Missy elle avait peut-être eu des relations avec des hommes policier. Donc ça expliquerait aussi un peu la tenue bizarre, parce qu'une femme de policier, peut-être qu'elle décide de mettre cette tenue en l'empruntant à son mari, ou alors elle se trouve un faux, mais elle se fait passer pour un policier pour un peu plus gagner la confiance de Missy, pouvoir s'approcher d'elle ou lui envoyer un message. Enfin, je trouve que ça colle bien avec tout ce qu'on sait, enfin le peu qu'on sait dans cette affaire. Donc pourquoi pas imaginer effectivement la théorie de la femme qui vient se venger. Et puis il y a une autre théorie qui se rapproche un petit peu de ça, qui est finalement encore plus simple entre guillemets, c'est qu'on voit un policier sur les caméras de surveillance, et bien c'est parce qu'il s'agit d'un policier. En effet, certaines personnes accusent les enquêteurs d'avoir volontairement négligé un certain nombre de pistes, d'avoir laissé de côté des éléments, d'avoir très peu communiquer aussi, d'avoir fait de la rétention d'informations, puisque comme je vous le disais, on connaît vraiment très peu d'éléments de l'enquête. On sait pas, on n'a pas eu de rapport d'autopsie, on n'a même pas eu la conclusion de ce rapport là, donc on ne sait pas officiellement de quoi est décédée Missy Bevers. Il n'y a aucune arrestation qui a été faite. Au niveau de la vidéo, on sait très peu de choses, on ne sait pas si les vidéos qui ont été divulguées c'est tout ce qu'on a ou s'il y a eu d'autres choses. Est-ce que l'attaque a été filmée? Est-ce qu'on voit le tueur quand il repart de l'église? Tout ça, on n'en sait rien. Il y a aussi certaines personnes qui disent que cette vidéo là elle a été éditée, qu'il manque des petits passages
à certains moments et que c'est sur ces passages là qu'on avait le plus l'identité finalement du suspect qui du coup a été protégé. Certains internautes même pensent qu'il y avait 2 tueurs à l'intérieur de l'église, et ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à évaluer sa taille et que les estimations, il y a quand même des gros écarts entre ces estimations en fait tout simplement. On dit aussi que, je vous ai parlé de cette fameuse peut-être potentielle blessure par arme à feu sans qu'une balle ait été retrouvée, et on nous dit que peut-être en fait la police elle a indiqué qu'il y avait des blessures, les punctures, les fameuses perforations. Ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de blessure par arme à feu, mais ça laisse penser qu'elle a été tuée par les coups de marteau, puisqu'on voit le suspect tenir un marteau, donc qui a essayé d'un peu d'influencer et de faire croire à certaines choses, donc voilà. Et toutes ces personnes là, si vous voulez, se basent beaucoup sur le fait que, comme je vous l'ai dit, Missy elle connaissait des policiers, elle en côtoyait certains, elle était amie avec certains, elle en voyait certains, peut-être potentiellement elle avait des relations extra-conjugales avec certains, et donc du coup peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond encore qui est plus caché, et voilà. Je sais qu'il y a des pétitions en ce moment qui circulent sur internet à ce propos pour demander à ce que ce soit d'autres polices, et notamment la police fédérale, qui prennent l'enquête en charge, puisque justement en fait selon ces personnes il y a vraiment trop d'histoires et justement comme je vous dis trop d'éléments à charge qui ont été mis de côté, de choses qui ont été un peu omises dans cette enquête, qui est une enquête qui normalement aurait dû être assez simple à résoudre. Donc pourquoi est-ce qu'on a toujours arrêté absolument personne? Et il y a des internautes qui ont aussi expliqué que au sein de la police de Midlothian, il y a visiblement une des histoires pas très nettes avec, je crois, certains policiers qui ont été arrêtés après avoir volé, subtilisé entre guillemets, des armes qui devaient servir de pièces à conviction pour certaines affaires. Donc il y a possiblement de la corruption, enfin vous voyez, c'est un gros truc. Après, je sais pas à quel point il faut accorder de crédit à ces théories-là, mais je trouve que c'est vraiment des théories très intéressantes, et même si généralement je suis pas trop pour c'est la police qui l'a fait, je trouve que là effectivement il y a quand même un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Bon alors évidemment, comme je vous le disais, il y a énormément de théories possibles, je les ai pas toutes abordées parce qu'il y en a encore plein d'autres avec différents suspects potentiels, des personnes, des élèves du cours, etc. Moi, de manière assez générale, ce que j'ai tendance à penser, c'est que tout ce qui est vraiment théorie assez tirée par les cheveux, que ce soit la corruption totale de la police, comme si c'était un énorme truc complètement institutionnel et organisé, et aussi toutes les théories du type c'est une personne qui s'est comportée de telle manière devant la caméra en imitant la démarche du beau-père pour faire croire que c'est le beau-père, c'est des théories qui me semblent un peu compliquées, un petit peu tirées par les cheveux, et qui, je pense, sont un petit peu moins probables, puisque je vais vraiment parler d'expérience, mais généralement dans toutes les affaires criminelles, c'est souvent l'explication la plus simple qui est la plus juste. Moi, si je dois essayer de faire un portrait entre guillemets de ce suspect-là, je vais essayer de le faire, mais c'est vraiment pas évident évidemment puisqu'on a très peu d'informations. Déjà la première chose, c'est de déterminer si c'est un homme ou une femme. Franchement, c'est vraiment très difficile. Mon avis là-dessus arrête pas de changer, c'est-à-dire que je regarde la vidéo une fois en me disant non mais c'est un homme, et du coup j'ai l'impression d'y voir un homme, et quand je regarde une autre fois en me disant que c'est une femme, j'y vois une femme. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai eu l'impression que c'était un homme à cause de sa carrure qui est quand même assez spéciale, on va dire, et avec beaucoup plus de graisse, on va dire, et tout ça au haut du corps. Je trouve que c'est une morphologie qui fait un petit peu plus penser à un homme, mais c'est vraiment quand on la voit de face ou de dos. Quand on la voit de profil, c'est vrai que franchement il y a quelque chose d'un peu féminin, peut-être au niveau de la poitrine et tout ça. Je me dis c'est peut-être quelqu'un qui a mis justement une veste un peu large pour cacher éventuellement sa poitrine et le fait que c'est une femme. Et si vous voulez, sa manière de marcher, surtout de bouger, etc., ça me donne un petit peu l'impression que ça pourrait être une femme. Mais il y a encore d'autres choses, je veux dire l'utilisation d'un marteau, le fait de tenir un marteau à la main, de manière très statistique on va dire, ça me fait plus penser à un homme. C'est généralement plus un homme qui se porterait vers ce genre d'arme là. Donc vraiment c'est difficile pour moi de déterminer, j'arrive pas à savoir si je pense que c'est un homme ou une femme. Pour ce qui est du meurtre en lui-même, c'est-à-dire le fait que l'attaque a vraiment été ciblée sur le torse et puis sur la tête de Missy, ça fait
évidemment penser à une attaque qui aurait une motivation tout à fait personnelle et que le tueur est quelqu'un qui connaît la victime. Là encore, c'est complètement statistique, mais généralement, quand une personne reçoit des attaques au visage qui la défigurent sans pour autant qu'il y ait d'agression sexuelle avec, ça veut très généralement dire que la personne est quelqu'un de proche de la victime. Et puis le fait qu'il y ait eu un acharnement, il y a eu quand même vraiment plusieurs coups violents sur le corps de la victime, là encore ça laisse vraiment penser qu'il y a une motivation émotionnelle derrière ce crime là et que c'est pas juste un meurtre parce qu'un cambrioleur a été surpris. Comme je vous l'ai déjà dit avant, moi j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un tueur professionnel. Je pense que c'est vraiment pas quelqu'un qui a déjà tué d'autres personnes et qui a cette habitude-là. Par contre, je pense aussi qu'il s'agit d'un crime qui a été bien préparé en amont. Je pense vraiment que le tueur, pour le coup, il avait prévu son coup, il avait bien étudié les choses, il avait fait du repérage des lieux, il connaissait l'emploi du temps et les habitudes de sa victime et il savait en fait qu'il fallait arriver à telle heure pour être là un petit peu avant l'arrivée de Missy et qu'il y avait ce créneau de temps là où elle serait toute seule et vulnérable et je pense vraiment que c'est quelqu'un qui avait bien préparé l'attaque. De ce qu'on peut voir sur la vidéo, le suspect ne semble pas être particulièrement stressé ou excité alors que je pense il sait très bien qu'il va commettre un meurtre dans peu de temps. Et si vous voulez vraiment cette espèce de froideur dans son comportement, ça tranche complètement avec l'acte qu'il s'apprête à commettre. Et ça me fait vraiment penser, là encore c'est complètement une question d'instinct, mais je pense que c'est vraiment très important dans les enquêtes. Je pense vraiment que du coup cette personne, ce suspect là n'est pas quelqu'un d'extrêmement jeune et à mon avis c'est une personne qui a facilement au moins 35-40 ans et qui a une certaine aisance et qui est vraiment à l'aise entre guillemets avec ce qu'il va faire ou complètement détaché. Aussi un des éléments les plus importants c'est la fameuse tenue de policier. Je pense que cette tenue là elle a vraiment... bon déjà je pense qu'elle a peut-être été choisie parce que ça permet un petit peu de cacher au maximum plein de parties, plein de particularités physiques, donc masquer au maximum son identité, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas que ça, sinon ça aurait été facile de mettre juste une grande veste noire ou quoi que ce soit. Si c'est une tenue de policier, je pense que ça symbolise quelque chose, soit pour le tueur, soit pour la victime, soit pour les deux, et là pour le coup ça peut vraiment coller à plusieurs des théories dont je vous ai parlé, mais pour moi vraiment le choix de cette tenue là il est pas anodin du tout et je pense vraiment qu'une partie de la clé à cette énigme là elle est dans la tenue du policier parce qu'elle veut dire quelque chose. Encore une fois, comme dans plusieurs affaires, notamment comme dans l'affaire John Bennett Ramsey, je pense vraiment que la police détient plus d'informations que ce qu'elle a divulgué. Je pense vraiment que ils gardent un certain nombre de choses, d'informations un peu sous le coude au cas où il y aurait un nouveau témoignage ou un nouveau suspect pour que ces informations-là qui sont pas connues du grand public puissent éventuellement le confondre. C'est vraiment moi comme ça que j'interprète les choses. Je pense que du coup ça explique pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas exactement, pourquoi est-ce qu'il y a aussi autant de flou en fait autour de cette affaire là et autant peu de certitudes. Je pense qu'ils ont certaines informations qui sont très intéressantes, très importantes et en fait ils attendent de voir si jamais, je sais pas, quelqu'un passe aux aveux ou s'il y a un témoignage qui ressort d'un seul coup qui corroborent vraiment des éléments que eux ont et qui sont pas connus du grand public, là ça permettra de vraiment faire avancer l'enquête et donc du coup je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de flou et ça me semble un petit peu plus collé avec la réalité plus que toutes les théories autour de la police et de la corruption, etc. Et ça expliquerait un certain nombre de choses étranges, notamment la rétention d'informations et puis peut-être pourquoi est-ce que les vidéos de surveillance ont été éditées. Et du coup tout ça, ça me fait, contrairement à dans l'affaire John Bennett Ramsey, vraiment avoir un énorme espoir sur la résolution de cette affaire et je pense que c'est quelque chose qui peut finir par avoir un dénouement et on peut finir par réellement retrouver le coupable. Maintenant, avec un petit peu de recul par rapport à cette affaire, il y a quelque chose qui est super important dont je voulais vraiment parler en fait, c'est le mari de Missy, donc Brendan Bevers, qui a fini par envoyer un message, je crois que c'était peut-être 1 an ou 2 ans après la mort de Missy, pour revenir un petit peu sur
tout ce qui avait été dit, toutes les accusations qui avaient été faites contre Missy et contre aussi sa famille, etc. Et il a écrit un mail qui a été rendu public et du coup, je vais vous le lire dans son intégralité parce que je le trouve intéressant. L'histoire de ma famille. Eh bien, nous avons eu de bons jours et de mauvais. Mes enfants ne sont pas tellement excités à l'idée d'appréhender cette personne. Elles ne veulent pas revivre toutes ces émotions, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles voient et entendent l'anxiété quotidienne que j'éprouve à propos de retrouver cette personne, et je pense qu'elles sont fatiguées de la mentalité dans laquelle cela nous met au jour le jour. Elles veulent de la normalité et du bonheur. Je veux la justice, mais moi aussi je crains le fait de porter cette affaire, cette personne, devant un tribunal et toutes les émotions qui iront avec. Il faut vous demander, voulez-vous vous cogner la tête contre un mur chaque jour avec ça? Permettez-vous que tous les aspects irrésolus de cette affaire infiltrent vos pensées, vous rendent fou, alors que vous avez 3 enfants dont vous devez vous occuper. Maintenant que commence l'année 2018, j'arrête de laisser les incertitudes me contrôler ainsi. Je laisse les cognements de tête contre les murs et le cerveau qui nécrose aux enquêteurs. Croyez-moi quand je vous dis qu'ils sont qualifiés. J'ai passé trop de temps à croire que ma responsabilité envers Missy était de trouver le coupable, mais ce n'est pas réaliste. Mon devoir envers Missy est de rendre hommage à sa vie, et c'est exactement ce que je vais faire pour elle et pour les enfants. Elle mérite au moins cela pour tout ce qu'elle a apporté à nos vies. J'en ai fini de parler de l'enquête, des théories, etc. J'aimerais que tous les médias et réseaux qui parlent de tout ça aillent se faire foutre. Comment ces personnes ne peuvent pas se rendre compte qu'elles ont laissé une porte ouverte que mes enfants pousseront un jour, et tous les dommages que cela peut créer. Toutes ces spéculations qui ne se basent sur rien de factuel. Ce comportement n'a pas laissé à Missy l'héritage qu'elle mérite, surtout dans les yeux de mes enfants. À partir de maintenant, la seule chose dont je parlerai, c'est comment était Missy. Ses contributions dans ma vie, celles des enfants, de la famille et des nombreuses personnes qu'elle aimait. Bien sûr que je l'aimais. Et je sais sans l'ombre d'un doute qu'elle m'aimait aussi. Vous ne voyez pas la valeur de ceci? Il n'y a aucune valeur à discuter les événements qui ont conduit à son meurtre ou de spéculer pour savoir s'il s'agissait d'un meurtre la visant personnellement ou non. Et si le tueur aimait écouter toute cette rhétorique? Ce que cette personne doit entendre, c'est qui elle nous a pris. La mère, la femme, la fille, la sœur, l'amie, etc. Ces sujets sont plus pertinents et importants que tout le reste sur ce sujet. Tout ce qui tourne autour de l'enquête doit être laissé aux enquêteurs. Ils ont plus d'informations concrètes qui ne sont ni à discuter, ni à vendre. Oui, vous pouvez partager ce témoignage, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Brendan Bevers. Je pense que vous l'aurez compris, il est assez clair dans ce message que Brendan fait référence à toutes les rumeurs d'infidélité de sa femme qui ont été faites, mais aussi aux accusations qui ont été faites contre lui, contre son père. Et vraiment, je trouve que sa réaction est complètement compréhensible. C'est complètement normal qu'une personne comme lui, qui a été victime dans cette affaire, cherche à avancer, à se reconstruire, en essayant de se concentrer sur le positif, c'est-à-dire tous les bons souvenirs qu'il peut garder par rapport à sa femme, etc. Donc vraiment, tout ce qu'il dit dans ce mail, je le comprends totalement. Il y a des personnes qui ont un peu mal interprété le fait qu'ils disent qu'il voulait un petit peu se retirer de l'enquête, etc. Mais je pense pas qu'il fasse du tout opposition à l'enquête. D'ailleurs, tous les policiers ont toujours dit qu'il était vraiment très coopératif et qu'il participe à l'enquête, mais juste je pense qu'il veut plus en parler dans les médias et tout ça, et surtout sur internet où il y a énormément de choses qui ont pu se dire et qui ont pu être forcément très violentes à son encontre, à l'encontre de sa famille, et je comprends tout à fait qu'il soit inquiet à l'idée que ses propres enfants un jour forcément se mettent à taper des recherches sur Google sur ce qui a pu arriver à leur mère et tombent sur des choses comme ça qui salissent à la fois la mémoire de leur mère, de leur père, enfin bref. Beaucoup de choses comme ça qui doivent être vraiment très très difficiles à vivre pour lui. Donc vraiment sa réaction, honnêtement, je trouve qu'elle est tout à fait normale et légitime. Personnellement, après, je trouve que c'est quand même super important de continuer à parler de cette affaire-là, et je pense que vraiment c'est hyper bien qu'il y ait tout un tas de personnes, d'enquêteurs un peu amateurs qui continuent un peu de creuser tout un tas de pistes et essayer de chercher des éléments. D'ailleurs, la police elle-même, elle a dit que c'est une affaire qui va probablement se résoudre grâce à l'aide des citoyens, parce que si vous voulez, vraiment là, visiblement, on est dans l'attente qu'il y ait quelque chose de nouveau qui ressorte, que ce soit un témoignage, quelqu'un qui va se souvenir d'un élément en plus, quelqu'un qui va peut-être, je sais pas, faire une bourde et révéler quelque chose, etc. Donc vraiment on attend pour l'instant qu'il y ait quelque chose qui ressorte et qui puisse
faire un bond à l'enquête, mais je pense que c'est une enquête qu'on peut clairement résoudre. Il manque une pièce, mais cette pièce on va finir par l'obtenir, ça me semble évident. Je veux dire, pour moi c'est sûr qu'il y a forcément quelqu'un qui connaît la vérité ou qui se doute de la vérité. Le tueur de Missy Bevers, actuellement, il est très probablement en liberté dans la nature, il s'est pas fait interpeller, à moins qu'il se soit fait arrêter pour autre chose ou qu'il soit mort. Je veux dire, il y a quand même de très très fortes chances qu'il soit quelque part là, qu'il n'a jamais été condamné pour ce qu'il a fait, et je veux dire, ça me semble super important de continuer à y croire, de continuer à parler de cette affaire pour qu'elle tombe pas dans l'oubli et qu'on puisse enfin découvrir le coupable. Moi je vous tourne cette vidéo, là on est presque 3 ans jour pour jour après le meurtre de Missy Bevers, donc vraiment je pense et j'espère de tout cœur qu'on va finir enfin par retrouver qui a tué Missy et que enfin justice puisse être faite. Ça me semble super important et super possible surtout, donc vraiment j'espère que les personnes vont continuer à creuser et qu'un jour je pourrai vous reparler de cette affaire, vous faire une petite update et vous dire ça y est, on a enfin trouvé la réponse. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette affaire sur le meurtre de Missy Bevers. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas comme d'habitude à me le signaler dans les commentaires ou en me laissant un petit pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout et merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller regarder des publicités sur mon compte Utip. Ça me fait extrêmement plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine histoire et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.